Bonjour les amis, c'est Starter, je suis ravi de vous retrouver pour parler de Formule 1 dans cette nouvelle vidéo. On va revenir sur un Grand Prix qui nous a manqué depuis 2 ans et franchement, il commence très bien ce week-end en plus de ce Grand Prix, du Canada, la 57e édition depuis 1961 sur le circuit Gilles Villeneuve qu'on connaît depuis 1978. Le tracé de 4 km 361 que les pilotes parcourront 70 fois dans cette course. Avec une gamme de Pirelli assez tendre. Il faut dire que le circuit de l'île Notre-Dame est un circuit qui n'est pas du tout utilisé tout au long de l'année. Il n'y a que pour la Formule 1 et ses courses support. Le reste du temps, on y va à pied, en vélo, très peu en voiture. C'est pour vous dire que ce circuit est très peu pratiqué. Puis, comme je vous le disais, ça fait quand même 2 ans qu'on n'est pas allé au Canada, qu'on n'est pas allé sur ce circuit que beaucoup de personnes attendent et adorent tout au long de l'année de la Formule 1. Et franchement, il nous avait manqué ce Grand Prix. C'est le mot, il nous avait manqué. La preuve, il suffit de parler de l'affluence qu'il y a sur ce circuit, déjà depuis vendredi, depuis samedi, et même pour ce Grand Prix, où on a plus de 320 000 fans qui sont venus voir les Formule 1 tourner, et quelle que soit la météo, qui est du soleil, qui est du vent et qui est même de la pluie. On va en parler d'ailleurs de cette météo très capricieuse, on se croira à Francorchamps. Et c'est surtout un truc étonnant par rapport à ce Grand Prix. Étonnant, comme je vous le disais, parce que ça fait 2 ans maintenant qu'on n'a pas roulé. Merci le Covid, enfoiré. Il y a sur la grille du départ 4 pilotes qui vont rouler pour la première fois un Grand Prix à Montréal. Alors déjà, il y a Nicolas Latifi. Très étonnant de voir que le Canadien de Williams n'a jamais roulé un Grand Prix au Canada. Bon, il était déjà 3e pilote pendant 2 années, mais en tant que titulaire, jamais il n'avait roulé devant son public, contrairement à Lance Stroll. On retrouve aussi Yuki Tsunoda, Guan Yu Zhou et Mick Schumacher. Les formules de promotion ne se déplacent pas, enfin les formules de promotion européennes ne se déplacent pas en Amérique, sauf s'ils suivent la Formule 1. Enfin, ça, c'est très rare. Quand je vous dis très rare, c'est rare qu'on voit la F2, voire même la F3 aller en Amérique, au Canada, ou même au Mexique, voire même au Brésil. C'est rare que ça traverse l'Atlantique. Bon, ils feront la marche inverse pour le Grand Prix d'Australie à Melbourne dans les années à venir. Mais voilà, c'est pour vous dire que c'est pas commun d'avoir des débutants pour la première fois sur un grille de départ en Grand Prix, sur un circuit bien spécifique. Mais c'était quand même à souligner. Et c'est surtout un Grand Prix qui est marqué par des directives imposées par imposées, façon de parler. Les directives qu'amène la FIA pour lutter contre le marsouinage que l'on voit depuis le tout début de la saison, et surtout préserver la santé des pilotes, parce qu'il faut dire que les pilotes, ceux qui sont victimes du marsouinage, je pense notamment à Mercedes, où ils sont constamment fréquentés à ce problème. Il suffit de voir comment ils sont secoués, surtout chez Hamilton. On a aussi Ferrari, de temps en temps on peut voir chez Alpine, on peut voir d'autres équipes. Il n'y a que Red Bull qui n'est pas impacté par cela, il le gère très bien. Je pense que Adrien Newey avait encore quelques notes d'époque, façon de parler. Mais c'est vrai que quand la FIA voit comment les pilotes sont secoués dans les voitures par rapport à ce marsouinage, ils se sont dit on va quand même prendre des mesures, parce qu'il faut se dire que, vu avec tous ces rebonds, la tête qui bouge dans tous les sens, bon là évidemment c'est un statique, ça va rien me faire, mais imaginez dans une voiture à 300 km/h, c'est encore pire. Déjà, vous avez les yeux, les orbites qui sont secoués dans tous les sens. D'ailleurs, il y a Esteban Ocon qui a expliqué qu'à Bakou, on était obligé de lui dire à la radio qu'il avait franchi la ligne d'arrivée du Grand Prix, parce qu'il était tellement secoué qu'il ne voyait ni ce qu'il y avait de marqué sur son volant, ni le drapeau indamier, pour vous dire que c'est vraiment très important. Puis surtout, il n'y a pas que les yeux, il y a aussi la boîte crânienne, le cerveau, vous avez aussi les vertèbres, la colonne vertébrale qui prend cher. On n'imagine pas de ce qui se prend, parce que c'est bien beau d'être avec son téléphone et tweeter ouais, les pilotes de F1 ils sont secoués, c'est des gonzesses et tout. Non, vous imaginez pas comment on est secoué dedans.
Dans le passé, j'ai déjà vu des pilotes, enfin, des pilotes, c'était pas autant secoué. Comme ça, c'était dans des voitures de tourisme et dans des GT. Mais ils disaient que quand ils avaient des accidents, ils étaient aussi secoués. Et puis, je peux bien comprendre comment eux sont secoués à 150-200 pendant un accident. Alors, imaginez un pilote de F1 secoué à plus de 300 dans leur monoplace, ça doit être encore terrible. Et je comprends. Et d'ailleurs, je salue la, la décision de la FIA de prendre ces mesures pour la santé des pilotes. Je le répète. D'ailleurs, une santé à préserver au profit de la performance, parce qu'il faut quand même dire quelque chose. Ça fait un peu polémique, cette directive qui est arrivée trop tard selon des patrons d'équipe. D'ailleurs, on a bien pu voir Mercedes essayer d'amener des renforts par rapport à son fond plat. Depuis le début de l'année, la FIA autorise les équipes pour avoir des tirants qui partent du châssis, qui traversent les pontons jusqu'au fond plat pour essayer de maintenir, pour éviter bien sûr des déformations qui créent des secousses. Donc Mercedes avait amené un deuxième tirant, très vite retiré parce qu'ils avaient peur de recréer une polémique dans la polémique, avec des contestations, tout ça. Bon, pardon. C'est un peu dommage de l'avoir fait, mais bon, je comprends, on va éviter de créer des scandales à l'endroit. Et puis il y a aussi des pilotes qui trouvent ça injuste qu'il y ait des directives comme ça, parce que les pilotes sont secoués. Ouais, peut-être. Mais comme je le disais, déjà je vous ai fait un peu la liste des éléments vitaux qui sont secoués avec le marsuinage, et surtout ceux qui se plaignent, ceux qui se plaignent principalement, c'est Verstappen, on va dire le mot, parce que Perez, lui, il comprend la décision, mais Verstappen se plaint un peu de cette directive. Mais il faut dire que Red Bull n'est pas impacté par ces problèmes de marsuinage. On le voit, la voiture, elle est stable en ligne droite, elle n'est pas du tout secouée. Mais le problème, c'est que dans le discours de Verstappen, il dit c'est pour désavantager ceux qui sont devant et avantager ceux qui sont derrière. Eh ben, pas vraiment. Parce qu'avec ces directives-là, parce que faut que je vous en parle de ces directives, parce que la FIA a prévu de prendre des mesures dans des conditions assez précises pendant les essais libres, pendant la troisième séance d'essais libres. D'ailleurs, je ne sais même pas s'ils ont pu le faire avec la météo. Mais il fallait prendre des mesures pendant 3 tours, avec concurrent, sans concurrent, un rythme lent, un rythme rapide, avec sans DRS, enfin un foutoir un peu complet pour ces prises de mesures. Et si la FIA trouve que la voiture est trop secouée et que la santé du pilote est en danger, il faut rehausser de 10 mm la hauteur de caisse de la voiture. Et quand on sait que cette année, la hauteur de caisse est très importante pour l'effet de sol, parce que si la voiture est relevée en hauteur, l'effet de sol fonctionne moins bien. Et si la voiture est plus basse, c'est sûr, l'effet de sol, l'affaire aspirateur, et c'est avec ces limites que les équipes jouent et que les pilotes souffrent avec tous ces rebonds. Et bien sûr, j'ai aussi vu du commentaire en disant que s'il y a cette directive, Mercedes va être avantagé. Au contraire, c'est eux qui prennent cher dans cette directive. Enfin, la directive elle n'est pas appliquée pour le Grand Prix du Canada. Elle sera apparemment appliquée pour le prochain Grand Prix, le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Mais les gens qui disent oui, ça c'est pour aider Mercedes et tout, ça c'est faux. Autant le dire, parce que Mercedes, ils auraient été quand même très loin, ils sont déjà en délicatesse avec leur concept de voiture, ils commencent à la comprendre, mais alors si on dit, bon, vous devez relever la hauteur de caisse, ils vont dire, attendez, on est déjà loin, là vous nous pénalisez, ça va pas. Oui, mais bon, c'est à prendre ou à laisser. Donc voilà. Et puis donc, comme je vous le disais, ces directives, elle n'est pas encore appliquée pour ce Grand Prix du Canada, parce qu'elle est arrivée trop tard, il y a aussi des patrons d'équipe qui se sont plaints. Bref, c'est un bordel, mais je vous l'ai dit, je comprends la situation, je la salue, et au moins c'est bien que la FIA prenne au sérieux ce sujet, parce que les radios paddock qui sortaient, qu'on a pu lire un peu dans les articles, ils disaient que voilà, il y a personne qui prend au sérieux le problème de rebond et tout. C'est quand même quelque chose assez conséquent sur la santé des pilotes. Moi, très honnêtement, j'aurais pas envie de vivre ça si j'étais pilote. Je ne sais pas, vous non plus. Donc,
peut-être que mon avis là il compte pas, mais voilà, si je me dis si c'est courir à 300 km/h, que je me sors fracassé et qu'il y a personne qui fait rien, qu'est-ce que je fais? Je vais pas continuer à rouler, je vais arrêter. D'ailleurs, certains attendent que ça, que certains pilotes arrêtent, dont Hamilton. Enfin, il y a toujours des on-dit, mais c'est vrai que ce problème de marsouinage serait très bien réglé, peut-être par les règlements futurs, pour 2023-2024, vu que le concept de voiture va encore durer peut-être au-delà de 2025 et 2026. Ça sera à voir, mais on espère vraiment que les équipes vont trouver des problèmes assez secousses, ces problèmes de marsouinage ou de porpoising, comme on dit en anglais. D'ailleurs, il y avait aussi d'autres termes qui ont été énoncés pendant les essais libres qui ont été diffusés sur Canal. Bon, c'est très compliqué, il faut savoir faire la différence et c'est déjà très compliqué pour les équipes de savoir qu'est-ce qui provoque ces rebonds. Et surtout, la FIA qui essaie de savoir si on peut prendre ces mesures pour dire que c'est du marsouinage. C'est une vraie usine à gaz. Je vous fais pas dire. Bon, assez parlé de cette directive, on essaye de refaire un peu le point sur la situation du championnat. Et autant le dire, on a Red Bull qui domine, mais alors domine ce championnat depuis le retour en Europe. On a que de la victoire Red Bull en ce moment. On a Émilie-Romagne, donc Imola, on a Miami, on a l'Espagne, on a Monaco, on a Bakou. Ça fait quand même 5 victoires pour Red Bull depuis ce retour en Europe. Donc, et surtout, il faut le dire, ils ont été bien aidés par la fiabilité, par la malchance de Ferrari. Donc, j'allais dire la fiabilité et surtout les stratégies de la Scuderia qui font pester ses supporters. La dernière fois, je pestais contre la fiabilité du Ferrari qui est tout simplement inadmissible à ce niveau. D'ailleurs, on a bien pu voir que le moteur qui a causé l'abandon de Charles Leclerc était le même qui a causé l'abandon à Barcelone. Et comme quoi, je me dis que le contrôle qualité chez Ferrari, c'est des vrais passoires. Et franchement, et puis quand on regarde, on voit que Ferrari arrive dans ses quotas réglementaires de composants moteurs, puisque bien sûr pour réduire des coûts, on impose aux équipes d'éviter de consommer beaucoup de composants moteurs. Les composants moteurs, il y a le moteur thermique en lui-même, il y a le turbo, il y a les deux systèmes de récupération d'énergie, le MGUK, le MGUH. Il y a aussi d'autres composants comme le calculateur, c'est assez rare d'ailleurs. Il y a aussi d'autres éléments qui tournent autour, des échappements aussi. Voilà, tout ça, ça fait l'ensemble du moteur et tout ça, c'est soumis à quota. Et si on dépasse ce quota, vous êtes pénalisé. Et d'ailleurs, les pénalités, voilà, ça commence à tomber. Autant le dire, de toute façon, on va rentrer dans le sujet tout au long de cette vidéo. On va le dire, on va le répéter. Mais quand même, arriver déjà à ces quotas au premier tiers au fin de du premier tiers de la saison, je vais y arriver. Ça pique quand même, quoi. Parce que voilà, pour des petites équipes, admettons, à la rigueur, ça pourrait se comprendre. Par contre, pour des grosses équipes qui jouent le championnat, ça sent pas bon. Bon, en attendant que ces problèmes de fiabilité soient réglés chez Ferrari, qui changent aussi leur contrôle de qualité quand même, je vous propose de passer à ce qu'on a vu ce week-end sur ce Grand Prix du Canada. Je vais y arriver décidément. Et je vous propose de passer donc à la séance de qualification qui a été très animée. On commence. Les qualifications de ce Grand Prix du Canada sous une pluie battante où tout le monde a roulé, il faut le dire, tout le monde a roulé, on n'a pas eu de retard de séance, tout ça, c'est à noter quand même. Mais cette qualification a vu la pole position de Max Verstappen, dominateur dans cette séance avec un Fernando Alonso, deuxième temps sur son Alpine, je plaisante pas, Alpine en première ligne, ça on va vraiment en parler. Troisième, on retrouve Carlos Sainz sur la séance, il devance Lewis Hamilton et les deux as de Kevin Magnussen et Mick Schumacher, ça aussi on va parler. Esteban Ocon, 7ème temps de la séance devant George Russell qui a pris un pari, on va bien sûr l'évoquer également. Daniel Ricciardo, 9ème temps devant Guan Yu Zhou, 10ème de la séance. Dans la deuxième partie, on retrouve un Valtteri Bottas bloqué à la 11ème position devant Alexander Albon,
très belle qualif pour le Thaïlandais. Checo Pérez, 13e devant Lando Norris et Charles Leclerc qui sont sans chrono, je vais l'évoquer également. Plus loin, on retrouve Pierre Gasly, 16e devant les Aston Martin de Sébastien Vettel et Lance Stroll. Et enfin, Nicolas Latifi et Yuki Tsunoda ferment la marche de cette séance de qualification. Je vous l'ai dit, c'est une séance de qualification pluvieuse. Et comme je vous dis, c'est rare de voir les voitures maintenant rouler sur la pluie. Salut Spa 2021. Et c'était surtout une séance surprenante. Bon, déjà, on va commencer par Charles Leclerc et Yuki Tsunoda. Charles Leclerc, pardon, qui n'a pas de chrono pendant la Q2. Mais d'ailleurs, je parlais de Tsunoda, d'ailleurs. C'est normal parce que l'objectif de Charles Leclerc, se sachant déjà pénalisé pour le Grand Prix, avait un objectif, signer un meilleur temps pour se qualifier devant Yuki Tsunoda sur la dernière ligne. C'est tout bête. De toute façon, en Q1, Yuki Tsunoda éliminé et dernier en chrono, donc il partait dernier, mais il aurait suffi qu'il se classe devant Leclerc pendant la qualification, et on aurait eu un Tsunoda 19e et un Leclerc 20e. Ce n'était pas le cas, donc du coup, Leclerc est allé rouler en Q1, il n'a pas trop forcé, faut pas déconner quand même, il a des nouveaux éléments, on va pas trop forcer, surtout sur la pluie, c'est facile de partir à la faute dans ces conditions. Et il s'est dit, bon voilà, c'est bon, la Q1 c'est fait, allez, hors pli bagage pour aujourd'hui, on verra pour demain. Et c'est pour ça que pour la Q2, il n'avait pas de chrono, tout comme Lando Norris, qui lui, alors c'est un peu surprenant, il a connu des problèmes moteurs, voilà. Il avait des coupures, il n'a pas réussi à rouler, il sortait, on a vu ces mécaniciens qui vraiment démontaient les pontons pour essayer de résoudre le problème. Il est reparti, et puis finalement, non, te rentre Lando, ça marche toujours pas. Bon, ok, pas de souci. Donc voilà, c'est pour ça que Norris est les 14e, enfin 14e, je vais pas dire 14e chrono, parce qu'il n'a pas de chrono, les 14e dans cette séance. Et chose un peu surprenante et un peu dommage, eh bien, il se classe derrière Sergio Pérez, qui a été le seul pilote à avoir déclenché un drapeau rouge dans cette qualification. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour Checo Pérez ? Eh bien, il a tout simplement fait une sortie au virage de Vettel. Voilà. Si, le virage Vettel, c'est le 3 et 4. Mais si, souvenez-vous, Canada 2019. Ah, mais si. Bon, vous irez voir les archives. Enfin, Pérez, donc, freine au trop tard. Enfin, il freine au trop tard. Il a freiné comme s'il était sur le sec. Et sur la pluie, ça freine pas au même endroit. Ça freine plus tôt. Bref, il a terrain tout droit, il est allé s'encastrer dans les Tech Pro, c'était un peu violent quand même, puisque tout l'aileron avant il est resté ancré, il a voulu repartir, il a essayé de passer la marche arrière, d'ailleurs ça n'a pas été évident, il a fait tous les procédures et tout, il a appuyé sur le bouton, il a essayé de passer tout ça, ça va toujours pas, c'est quoi ce bordel, et au moment où il la passe, la boîte de vitesse revient en neutre, voilà. Bon, évidemment, c'est sûr, nous, sur une voiture, pour passer la marche arrière, tu prends le levier, tu embrayes, hop, tu passes. Voilà, c'est passé. Sur une Formule 1, c'est plus compliqué parce que la marche arrière, on la passe jamais sur une F1. Pas du tout. Le pignon, il est petit. Enfin, petit, bon, pas comme ça quand même, mais c'est une image. Mais voilà, il est petit, il est fragile, et donc, qui dit petit, tourne à une vitesse plus grande qu'un grand pignon, et qui dit fragile, peut casser. T'imagines, tu passes à marche arrière, ping. Ah merde, voilà. Bloqué le Sergio Pérez, donc dans les Tech Pro du virage Vettel, obligé de rentrer à pied au stand. D'ailleurs, on serait cru d'un rendez-vous en terre inconnue. Il leur a manqué Frédéric Lopez pour ça. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on a encore vu dans cette qualification ? Assez humide, comme je vous le disais. Pourtant, on voyait que ça séchait très bien la piste. Enfin, ça séchait très bien. On voyait la trajectoire qui n'était pas vraiment sec à 100%. Pourtant, il n'y a qu'un seul pilote qui a voulu tenter de passer en pneus slick. Bon, on ne pourra pas dire comment il n'aura pas essayé. Il a raison, George Russell, d'avoir tenté les pneus slick dans la troisième partie des qualifications. Bon, ça a été un échec. Et ouais, dommage. C'était bien tenté, mais non. Que voulez-vous ? Ça aurait été Lando Norris, il nous aurait fait comme en Russie, Quoique. Et sinon, dans cette qualification,
Bon, bien sûr, il y a le poleman, hein, Max Verstappen, qui signe sa 15e pole position en carrière et la deuxième cette saison. C'est à noter, c'est que sa deuxième pole en 2022, ce qui est assez rare. Hein. Bah, la plupart du temps, on a toujours Charles Leclerc, hein, qui d'ailleurs met fin à la série de premières lignes consécutives. Donc voilà, pas de record, ça n'ira pas plus loin. Et surtout, à côté de Verstappen, on retrouve un vieux briscard, à bientôt 41 ans, fin juillet, et ouais, Fernando Alonso, deuxième avec son Alpine. Le doyen de la grille qui, à 40 ans, donne la leçon aux jeunes loups. Et quand je vous dis donne la leçon, déjà en troisième séance d'essai, il était très bien l'espagnol. Sous ces conditions, il était nickel. Et même pendant cette qualification, il nous a régalé. Ah bah attendez, déjà en Q1, il n'arrêtait pas de signer les meilleurs secteurs, et à la fin du troisième, il relâche tout. Mais je me suis dit, mais bordel Fernando, qu'est-ce que tu nous fous là? Tu sais, je vois, il arrivait à réaliser des temps exceptionnels. Et non, il relâchait, disant, il devait se dire, oui, non, c'est peut-être pas un très bon tour, je veux refroidir, et après, je vais m'y relancer. Ouais, mais bon, nous, on avait peur qu'il y ait un drapeau jaune et un drapeau rouge, et allez, finito Alonso, hein. Non, ça va. Heureusement, il a eu des bols de ce côté-là, mais quand même, deuxième avec une Alpine. Je vais pas cracher sur Alpine, hein, faut pas déconner. Mais n'empêche, ça fait plaisir de voir l'Espagnol qui roule encore à ce niveau, à son âge. Et si aller chercher des chiffres, hein, je sais que certains aiment bien les chiffres, les statistiques. Eh bien, Alonso est dans un classement de première ligne sur l'âge, le 13e plus vieux pilote à être en première ligne, donc à 40 ans et 10 mois. Hein. Voilà, il faut le dire. Pour info, devant lui dans ce classement, on peut retrouver la 10e place Michael Schumacher, qui était à 43 ans en première ligne pour le Grand Prix de Chine en 2012. Et le plus vieux pilote à avoir été en première ligne, bon là, ça remonte très loin, et puis surtout, à cet âge-là, il faudra être vraiment très très longtemps, ou alors quand c'est très très tard la Formule 1, pour battre ce record, c'est Luigi Faioli, qui à 52 ans était en première ligne au Grand Prix de France 1950. Et encore, il y a un cas particulier parce que à ce Grand Prix de France à Reims, la première ligne était constituée de 3 pilotes. Ensuite, il y avait 2 pilotes, encore 3 pilotes, 2 pilotes. Ah ouais, c'est vrai que dans le passé, on pouvait avoir une grille de départ, pas comme aujourd'hui avec 2 pilotes à chaque ligne. En coup, on avait 3 pilotes, 2 pilotes, 3 pilotes. 3 pilotes si on prend une ligne 500. Ou alors carrément 4 pilotes sur les lignes de départ. C'était le bon vieux temps, comme on dira. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette qualification? Ah oui, il y a quand même As avec Kevin Magnussen 5e et Mick Schumacher 6e, mais qui réussissent à eux deux leur meilleure qualification en Formule 1. Et d'ailleurs, c'est la meilleure qualification depuis 2018 pour l'équipe américaine, depuis le Grand Prix d'Allemagne. Ah, c'est pour vous dire que ça remonte et que ça fait très très longtemps que les As n'étaient plus à ce niveau de performance. Comme quoi, avec une bonne météo, ça aide, hein. On l'a bien vu à Imola avec le format sprint et le qualification du vendredi sous la pluie, qu'on a vu de sacrées surprises. Ben là encore, et ça franchement, ça fait plaisir de voir les As encore au top niveau. C'est toujours très sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette qualification? Bah tiens, on a Guan Yu Zhou qui signe sa première Q3, donc son premier top 10 en qualification cette saison et en carrière. Il se qualifie pour la deuxième fois devant Valtteri Bottas en qualification. Ça, c'est quelque chose à noter pour le jeune pilote chinois. Très discret, hein, on va pas se mentir. Il fait bien sûr de l'excellent travail, mais il est quand même discret et c'est quand même à noter. Et il commence à monter un peu en performance. On va suivre bien sûr tout ça sur tout le long de la saison. Hein. Pour rappel, c'est le seul rookie de l'année. Et puis, pour l'instant, il remplit bien le contrat. Qu'est-ce qu'on a? Oui, on a aussi Pierre Gasly bloqué à la 16e position. Il a connu des soucis de frein. D'ailleurs, il s'est pris une réprimande à ce sujet parce qu'il a coupé
Il a coupé un virage, le virage 9 de mémoire, et il n'a pas respecté le retour en piste, hein, parce que à Montréal, on sait que on a la dernière chicane avec le fameux mur des champions et ce fameux virage 9, où quand on coupe, les pilotes sont obligés de reprendre un chemin spécifique, et si on ne le respecte pas, bah, ils sont sous enquête et ils se prennent des pénalités, des réprimandes, et tout ça. Et ben, du coup, ben, Agassi s'est pris une réprimande, la deuxième d'ailleurs cette saison. Et au bout de 3, si je dis pas de bêtises, au bout de 3 ou 5 réprimandes, c'est la pénalité. Et ça peut piquer. D'ailleurs, avec les réprimandes, on avait aussi des enquêtes hein, qui n'ont pas été sans conséquences. Hein. Enfin, des enquêtes sans conséquences. Je suis désolé. C'est désolé pour les propos. Donc, je récapépète. On a aussi eu des enquêtes sans conséquences pour les pilotes sur la grille. Hein. Il y avait Carlos Sainz, hein, troisième, qui était sous enquête pour avoir roulé trop lentement. Mais bon, avec la météo, c'est pas évident. Et puis, comme je vous disais, des réprimandes. Mais voilà, pas de pénalité, sauf celle de Charles Leclerc de Yuki Tsunoda pour les changements moteurs. D'ailleurs, la grille, la voici, elle s'affiche. Vous la voyez, la première ligne? Ça va piquer, hein? Ça va piquer pour ce Grand Prix du Canada. D'ailleurs, ce Grand Prix du Canada, eh ben, je vous propose d'en parler maintenant. Le Grand Prix du Canada, donc, il a vu une nouvelle victoire Red Bull, celle de Max Verstappen. Il termine devant la Ferrari de Carlos Sainz et la Mercedes de Lewis Hamilton. Hamilton de retour sur le podium, ça on va l'évoquer. La suite du top 10 avec George Russell à nouveau dans le top 5, à la 4ème position devant Charles Leclerc, remonté 5ème. Esteban Ocon suit sur la première des Alpines. Valtteri Bottas et Guan Yu Zhou suivent avec les Alfa Romeo. Fernando Alonso 9ème. Il avait terminé 7ème au général, mais s'est pris une pénalité de 5 secondes à l'arrivée. Donc c'est ce qui lui fait rétrograder à la 9ème position. Et Lance Stroll ferme le top 10 et le meilleur tour en course. Et pour Carlos Sainz, c'est vrai qu'il a allumé Carlos Sainz les meilleurs tours en fin de course. Il n'a pas fait semblant. D'ailleurs, cette course, qui n'est pas si inintéressante que ça dans les faits, a quand même vu quelques neutralisations assez concrètes. Déjà, on a eu 2 virtual safety cars. Hein. Je sais que vous aimez pas trop ce process, mais bon, c'est quand même le truc un peu plus sécuritaire pour les commissaires pour qu'ils agissent en piste. Hein. D'ailleurs, à l'endroit où on a eu les 2 voitures qui ont abandonné, celle de Sergio Perez et de Mick Schumacher, c'était au même endroit. Donc, vous voyez, c'est vrai que si vous arrivez là, si vous arrivez à cet endroit sur un gros freinage et que les freins vous lâchent, vous terminez dans le décor. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est ce qui est arrivé à Jean Alesi à l'édition de 1990. Oui, 1990. Où il était sur sa terrale, sous la pluie, il a perdu sa voiture sur les freins, il était s'encastrer dans les pneus et dans la Lighthouse d'Alessandro Nannini qui était au même endroit, c'est pour vous dire. Ah heureusement, allez-y, ils sont sortis indemnes, mais la voiture de Nannini n'avait rien à faire à cet endroit-là. Pour vous dire, donc, pour venir à ce Grand Prix, donc 2 neutralisations de Virtual Safety Car, hein, ou full course yellow comme on est dans le GT ou l'Endurance. D'ailleurs, on a pu voir que à chacun leur tour, les 2 leaders de la course, hein, qui ont été Verstappen et Sainz, on peut en profiter. Premièrement, Max Verstappen, hein, qui s'est arrêté sous la première Virtual Safety Car, hein, causée par son coéquipier. Non, il n'y a pas de complot. Et puis aussi Carlos Sainz qui s'est arrêté pendant la deuxième virtuelle avec la panne de Mick Schumacher. Et heureusement qu'ils ont arrêté Carlos Sainz au bon moment, parce que sinon il n'aurait pas pu faire la course qu'il a fait juste après. Et d'ailleurs, ça me fait penser, quand on a vu les arrêts au stand, c'était compliqué pour tout le monde. Déjà chez Ferrari, on a aussi vu ça chez Haas. Bon, Haas, ils avaient plus que Magnussen, mais ça c'était un problème, on peut en parler après. On avait aussi chez McLaren. Chez McLaren, ils ont voulu faire un double arrêt. Ils ont foiré les 2 arrêts. C'est bien simple. Ils nous ont fait une Ferrari Grand Prix d'Europe 1999. Les pneus rangés dans le fond du garage. C'était...
J'évoque le Grand Prix d'Europe de 99, ça serait plutôt Red Bull à Monaco. Enfin bref, les deux voitures qui s'arrêtent, il n'y a pas les pneus. Franchement, ça fout mal. Williams aussi, d'ailleurs, a raté un arrêt pour Nicolas Latifi. D'ailleurs, les seuls arrêts qui sont bien passés, c'est chez Red Bull, chez Aston, et même chez Alpine, où ils ont fait un double arrêt pendant la voiture de sécurité. Mais la vraie, cette fois. D'ailleurs, c'était très bien géré à ce moment-là. Bah, d'ailleurs, Alpine, on va pas se mentir, hein, on va y revenir après pour l'instant. Pour l'instant, on revient encore sur les deux virtual safety car. Bon, déjà, Sergio Pérez a abandonné après avoir perdu la boîte de vitesse. Peut-être une conséquence de ce qui s'est passé en qualification, qu'on a voulu passer la marche arrière. Ça se peut, hein. Ça peut être un effet de cause. Après, ça peut être autre chose, hein. Un autre souci de transmission, tout ça. Mais là, en tout cas, c'est la boîte de vitesse qui a rendu l'âme. Et puis, côté Mick Schumacher, eh ben, c'est le moteur qui a tout simplement lâché. Voilà. Comme quoi, la fiabilité touche Red Bull comme Ferrari. Oui, oui, ben, Ferrari, il faut le dire. Hein. Dans la Haas, il y a un moteur Ferrari. La fiabilité fait encore parler, hein. Et puis, il y a aussi eu cette safety car avec la sortie des stands de Tsunoda. C'est l'erreur bête. Ouais, Tsunoda, il sort des stands, il attaque, il oublie de freiner, boum, dans les Tech Pro. C'est vraiment l'accident bête de Tsunoda. Franchement, il reconnaît lui-même, il dit ouais, bon, c'est ma faute, j'ai pas freiné. Tu sais, c'est le genre d'erreur que tu peux faire toi quand tu joues à un jeu, que tu oublies que tu as un virage qui tourne à droite et que je sais pas, tu nous filmes le dos, tu tournes dans l'autre sens, ou alors tu oublies de freiner parce que je ne sais quelle raison, tu as un concurrent qui essaie de te passer, tout ça, tu oublies de freiner et tout, tu le fais au trop tard et c'est au trop tard et tu termines dans le décor. Mais heureusement qu'on a eu cette safety car qui nous a un petit peu animé la fin de course. Et d'ailleurs, heureusement, dans cette safety car, il y en a encore un qui en a profité, c'est Carlos Sainz qui a pu s'arrêter au bon moment et qui a pu réussir à ressortir derrière Verstappen. D'ailleurs, Verstappen avait fait un deuxième arrêt normal, comme si de rien n'était. D'ailleurs, il avait dit la dégradation de ses pneus était inquiétante. C'est vrai que les pneus durs, ils ont eu une dégradation bonne, mais pas du point à chuter comme ça en performance, par exemple sur un Red Bull à Verstappen. Il disait une grippe, je l'avais plus. Et bon, il a marqué un deuxième arrêt, il a eu raison. Et surtout, heureusement que la safety car est arrivée au bon moment pour Sainz. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'à un moment, on a entendu la radio Ferrari dire on est dans la fenêtre du safety car. Connaissant Ferrari, pour rater les stratégies en ce moment, on se dit oh, c'est pas possible, il peut pas avoir une safety car. Bon, comme quoi, ils ont bien été aidés. Ils ont bien été aidés par Tsunoda. Enfin bon, non, c'est pas prévu une safety car, faut le dire. Mais en attendant, ça nous a quand même donné une bonne fin de course à une relance que Verstappen a très bien faite, que Sainz n'a pas loupé non plus. Et c'est vrai que l'Espagnol aura mis la pression au maximum sur Verstappen, mais en vain. Mais quand même, une grosse attaque de l'Espagnol. Il a attaqué à fond les vibreurs. Ça passait au plus près du mur des champions, que ce soit Sainz ou Verstappen. D'ailleurs, pour info, il n'y a personne qui a terminé dans le mur des champions. Une déception. Mais voilà, franchement la fin de course a été très animée avec cette relance, cette pression mise par Sainz sur Verstappen. Et malheureusement, c'est pas encore pour aujourd'hui la première victoire de l'Espagnol chez Ferrari. Pas encore. Ah. Et pourtant, Montréal, c'est le circuit des premières victoires. Hein. On peut en citer beaucoup. Et ben voilà, c'est pas encore pour tout de suite la première victoire pour Sainz. Et bien sûr, à part ce podium qui est quand même assez inédit, hein, il faut le dire, on a quand même vu une énorme remontée de Charles Leclerc qui était parti 19e sur la grille, pour rappel, qui est quand même remonté 5e. Ah, franchement, il nous a fait des dépassements magnifiques.
Comme quoi, ils ont eu la bonne raison, la bonne raison de changer tous les éléments moteurs pour Leclerc. Pardon. Ils ont eu raison de changer tous les moteurs, tous les éléments moteurs pour Leclerc. Hein. Et c'est vrai que le Monégasque nous a régalé avec ses dépassements. Bon, la plupart étaient par DRS. Mais par contre, il n'a pas fait semblant. Il dépassait non, dans la grande ligne droite pour aller jusqu'à la distance depuis l'épingle. D'ailleurs, il dépassait même à l'épingle de l'autre bout du circuit. Franchement, il attaquait à fond. D'ailleurs, je crois que de sources pas sûres, il va monter une association avec Hamilton, des pilotes qui sont emmerdés par les Alpines en piste. Hein. Ah oui, mais bon, les Alpines, elles ont aussi bien fonctionné. Enfin, on en parlera après dans le bilan. Non, non, une énorme course de Leclerc avec une très grosse remontée. Il arrive à réduire un peu l'écart, enfin, à réduire l'écart, façon de parler, avec Verstappen. On verra au classement que ça continue de grandir quand même, mais il limite la casse. Et on a aussi, quand même, j'ai évoqué Alpine, grosse course des voitures bleues dans ce Grand Prix. Hein. Aussi des Mercedes et des Alfa Romeo, hein, ils ont fait de très bonnes courses. Mercedes, on va quand même en parler dans le bilan juste après pour eux. Mais c'est vrai que ça a été incroyable de revoir l'équipe revenir à ce niveau après un week-end à Bakou qui a été très compliqué. Hein. Et aussi les Alfa Romeo, on a vu un Guanyu Zhou très en forme, mais vraiment, franchement, il a fait un excellent pilotage, le pilote chinois. Et surtout, il avait fait un dépassement presque limite, mais très bien contrôlé à l'épingle, d'ailleurs, enfin l'épingle au virage Senna. C'est le deuxième virage du circuit. Oui, ce virage, il porte le nom de Ayrton Senna. C'est vrai que le chinois nous avait fait un beau dépassement. Si vous avez l'occasion de revoir cette action, profitez. Sinon, dans l'ensemble, ce Grand Prix, bon, il était un peu ennuyant, mais malgré tout, il n'était pas inintéressant. On a quand même de bonnes choses, de bonnes stratégies, de bonnes radios, hein, il faut le dire. C'est pas tous les jours où on a des radios qui sont assez correctes. Mais voilà, cette course, ça a mis du temps à démarrer, on va pas se mentir, mais il n'y a pas tout qui est ajouté à la poubelle. Voilà. Franchement, elle était quand même bien. D'ailleurs, il y avait une bonne note des abonnés canal. Hein. Je crois qu'elle avait fait 14,5 en moyenne. Donc, comme quoi, la course était assez intéressante. Et puis, en plus, des courses en prime time à Canal qui font des bons scores comme ça, tant mieux. Enfin, surtout en prime time pour nous en Europe. Hein. Parce que si on prend sur le continent américain ou sur les continents asiatiques ou en Australie où les horaires sont bien différents, la course était quand même pas mal. Il faut le noter. On va passer au bilan des équipes. On va commencer par ceux qui sont leaders du championnat et qui ont encore gagné une victoire ce week-end. Je vais parler bien sûr de Red Bull avec un Max Verstappen impérial dans une victoire presque facile. Hein. Autant le dire, ça n'a pas été une sinécure pour le pilote hollandais. 25e victoire en carrière, à 24 ans quand même. C'est énorme ce qu'il fait Verstappen. C'est une course qu'il a très bien gérée, qui a été compliquée déjà par sa gestion des gommes un peu dégradée au fur et à mesure, qui a été un peu étonnant d'ailleurs, la gomme Pirelli dure qui s'est dégradée sur la Red Bull. Enfin, visuellement, ça se voyait pas, il n'y avait pas de blister, de graining ou quoi que ce soit, c'était plutôt le grip en lui-même qui ne donnait plus raison aux pneus. Et puis surtout, pendant la safety car, Verstappen a eu un problème de radio. On l'entendait en fin de course, il essayait de communiquer, dire merci et tout. On n'entendait rien. Et règle d'interfréquence, hein, un brouillard complet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben oui, chez Red Bull, bien sûr, il y a l'abandon de Sergio Pérez. Hein. Déjà, samedi, il a été piégé par une erreur de pilotage en qualification, sous la pluie. Et la boîte de vitesse qui le lâche en course. Course très compliquée pour le Mexicain. Dommage parce qu'il était quand même dans une très bonne synergie depuis je vais dire Imola, mais je dirais plus depuis le Grand Prix de Miami. Hein.
il était vraiment dans une bonne synergie, qui casse d'un coup, c'est vraiment dommage. Et sinon, dans son ensemble, Red Bull est sur sa lancée de 2013, où en 2013, ils avaient signé les 9 derniers Grands Prix en victoire. C'est pour vous dire qu'on est dans cette synergie-là. Et je me suis dit qu'à un moment, ça va peut-être pas durer. Je sais pas si à Silverstone ou carrément chez eux en Autriche, il y aurait le coup fatal qui mettrait fin à leur synergie là. Ça peut être, ça peut faire mal pour eux, hein. Bien sûr, je leur souhaite pas parce que pour l'instant, ils maîtrisent leur sujet. Il n'y a rien à critiquer pour l'instant. Mais vu de ce qui est arrivé à Perez, il faudrait quand même surveiller de ce qui pourrait se passer sur Verstappen. La fiabilité, de toute façon, on le voit chez Ferrari, hein, ça met à mal. Alors imaginez quand ça sera Red Bull. Ça pourrait rebattre les cartes. Et ce coup-là, on verra comment seront présents Ferrari. D'ailleurs, on va passer à Ferrari. Hein. Je vais quand même évoquer ça. Du côté du Ferrari, on a Carlos Sainz qui sauve quand même la Scuderia avec cette deuxième place. Même si l'Espagnol a mené et a mené sa course et a montré qu'il pouvait être un sérieux concurrent face à Verstappen en course, hein, surtout après la relance et même sur des longs relais. Franchement, ce qu'a fait l'Espagnol, c'est très bien. Là, franchement, on est ravis de le voir aux avant-postes. C'est un peu dommage que quand il est avec Leclerc devant, que les deux voitures soient pas au rendez-vous, ce qui est un peu dommage. Et c'est vrai, on évoque Leclerc, l'évoqué tout à l'heure. Énorme remontée du Monégasque, un très grosse attaque. Il a amené ses pneus durs au maximum. Il a fait son arrêt un peu foiré, il faut le dire. Hein. C'était pas ça, les arrêts au stand ce week-end. Il a passé du temps derrière les Alpines, hein, on va pas se mentir. Mais pour quelqu'un qui visait quand même la 4ème place et qui termine 5ème, je trouve que le contrat est assez rempli. Franchement, on peut le dire. Et on espère que cette remontée de Leclerc et la grosse course de Sainz va avoir enfin un déclic à la Scuderia en se disant, bon, ça y est, cette fois, on a réussi à faire des courses sans ennui, d'accord, on s'est mangé des pénalités, mais cette fois, on peut être plus serein, on peut y aller, on peut attaquer. On espère que franchement, il y a un réveil du côté de la Scuderia. Parce que depuis ces dernières courses, entre la fiabilité et les stratégies, c'est toujours pas ça. On espère qu'il va y avoir du changement chez Ferrari. On espère. Et eux aussi, ils espèrent. Quand même. Ensuite, dans la liste, on va passer à Mercedes, hein, qui a été dans un très très bon week-end au Canada. Après un week-end catastrophique en Azerbaïdjan, hein, on a vu un Hamilton cassé à la sortie de sa voiture. D'ailleurs, les deux pilotes, que ce soit Hamilton et Russell, ils ont été très performants. Ils ont réussi à gérer leur course comme il fallait. D'ailleurs, Hamilton, il disait depuis le vendredi, ouais, voilà, la voiture, je la sens pas, le week-end, il va être pourri et tout. Et puis finalement, je pense qu'après quelques tours sur Ayrton Senna Grand Prix et sur la Mega Drive, enfin la Genesis, hein, comme il a trouvé là-bas, ça a dû lui réconforter le moral. Et tout du coup, il a dû découvrir Recalbox, hein. Enfin, très grosse course quand même des Mercedes, hein, 3ème et 4ème dans ce Grand Prix, toujours victime de marconnage, hein, mais ça commence à se résoudre ce problème. D'ailleurs, on l'a bien vu, ils avaient amené un deuxième tirant sur un fond plat, bon, qu'ils ont retiré, mais voilà, ça commence à se régler, je veux dire, tant mieux pour eux, et peut-être que sur la fin de saison, Mercedes va peut-être revenir petit à petit dans la course à la victoire et pourquoi pas être sur le podium régulièrement. On ne sait jamais. Parce que c'est vrai que Russell il monte sur les podiums, c'est très bien, mais c'est parce qu'il y a quand même des raisons évidentes. Genre des moteurs qui cassent ou des sorties de piste par exemple. Vous voyez Lando Norris à Imola, hein, il est monté sur le podium. C'est dû à des faits de course. Mercedes c'est pareil. D'ailleurs, j'évoquais Lando Norris, passons à McLaren, hein, c'est suivant un échec total, McLaren ce week-end. Déjà, en essai libre, ça a été compliqué de se mettre dans le top 10, qualification bloquée en Q2, et puis alors en course,
on n'a vu personne. Bon, tout à l'heure, j'évoquais les arrêts au sein de foiré, hein. Quand il n'y avait pas les pneus, déjà, il n'y avait pas les pneus pour Ricardo et il n'y avait pas les pneus pour Norris. Et encore, quand on monte le pneu sur Norris, attends, c'est pas bon, on redémonte. Alors là, franchement, ils ont coulé McLaren ce week-end. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était d'une grande n'importe quoi. Et d'ailleurs, 0 point de marqué pour l'équipe du Woking. Le seul truc que je peux trouver positif, malgré la restante, c'est que Ricardo a quand même bien géré sa course, il faut le dire. Il a quand même sauvé quelque chose, mais c'était pas ça. Et puis d'ailleurs, ça me fait penser que Lando Norris s'est pris 5 secondes de pénalité pour vitesse excessive dans les stands. Voilà. Ça, c'était à noter. C'est une info qui est pas passée devant tout le monde, un peu dans l'oubli, mais voilà. Il fallait souligner ce point-là. Bon, pour ce que ça a donné comme résultat au final, hein. Je savais pas si ça en valait la peine. On va passer à Alpine. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils font deuxième, première ligne avec Alonso. Ils ont une chance de bien figurer, limite finir troisième. Même si Laurent Rossi, sur un grille, disait on n'a pas la voiture pour faire un podium, mais on peut faire le top 6, voire même les deux voitures dans le top 6. Qu'est-ce qui s'est passé? La stratégie complètement foirée par Alonso. Ils ont mis du temps à vouloir arrêter l'Espagnol. Ils ont essayé de faire durer au maximum ses pneus médiums. Quand il a fait son premier arrêt, il est repassé en pneu dur, il était plus performant. On le voyait bien il n'était pas au rendez-vous avec les pneus durs, il était mieux avec des pneus médiums. Je comprends pas pourquoi il a pas fait un deuxième arrêt un premier arrêt en pneu médium. S'il était aussi performant, il limite faire un deuxième arrêt en pneu dur. Avec la safety car, ça pouvait aider. Mais s'il n'y avait pas de safety car, ils auraient quand même pu tenter le coup, j'en sais rien. Ou même, je sais pas moi, aussi passer en soft, hein, qui sait. Enfin bon, les softs, c'était pas leur week-end. Mais voilà, dans cette stratégie, en plus, l'Espagnol, il était excellent, mais il a été poissard jusqu'au bout. En plus, il a connu des problèmes moteurs. Il est resté bloqué derrière Ocon. En fin de course, il se prend 5 secondes de pénalité parce qu'il veut défendre sur Bottas. Et d'ailleurs, j'ai vu une vidéo. Oh ben, si vous l'avez vu, mais franchement, là, ça la fout mal. On voit Alonso, après la course, taper comme un fou sur son volant, tellement qu'il était en colère. Et là, j'ai peur qu'après ce Grand Prix, on retrouve le mauvais Alonso. J'ai peur qu'on retrouve le mauvais Alonso, le Alonso politique, qui a tout foutu en l'air chez Ferrari et McLaren. J'ai peur qu'on le retrouve. Depuis qu'il est chez Alpine, il est cool, il est détendu, c'est plus le Alonso qu'on connaissait avant. Mais là, j'ai peur qu'après cette course, il retombe dans ses travers. J'ai peur. Il y en a qui vont dire, oui, non, mais là, tu dis des conneries. Oui, mais moi, j'ai peur. Et tu n'es pas le seul à avoir peur qu'Alonso fout en l'air Alplan. Hein. C'est peut-être pas parce que je porte le t-shirt Alpine que je suis aficionado sur tout ça, mais voilà, c'est ce que je dis, c'est clair et net. C'est vrai que de tourner mal, si chez Alpine, ils ne redressent pas la barre. De ce qui s'est passé déjà en stratégie, c'est du n'importe quoi. Et c'est pas la première fois de ce qu'ils font, il faut le dire. Quand ça va mal, il faut le dire. Là, Alpine, ils font durer, ils perdent des places et tout, alors qu'ils pourraient être plus agressifs dans les strates. Même pas. Il y a quelque chose qui va pas. Finalement, même sur un Bull, on se demande s'il n'y a pas un problème chez Alpine. Hein. Mais bon, je vais quand même retenir des positifs. Esteban Ocon a quand même fait de l'excellent travail en course. Il a maintenu des positions vraiment correctes. D'ailleurs, il termine 6ème, c'est très bien pour lui. Il engrange encore des points, il prend la confiance. Comme quoi, je pense qu'à l'avenir, c'est peut-être Ocon qui va prendre le leadership de l'équipe. Et c'est tant mieux pour lui, il faut le dire. Hein. Même si les résultats montrent que... D'ailleurs, je pense qu'Alpine pourrait être plus haut dans ce classement. Voilà. C'est-à-dire que les résultats apportés par Ocon et par Alonso sont pas vraiment au rendez-vous. Ça ne le montre pas sur les courses passées.
Mais de ce que je vois déjà, Ocon commence à prendre un bon leadership chez Alpine. Alonso avec une bonne stratégie, pas très agressif. D'ailleurs, ils auraient pu être plus agressifs avec cette place sur un grille. Ça serait bien qu'il y ait quelque chose aussi qui se débloque chez Alpine. Qu'ils soient plus agressifs et moins sur un défensif. Ça serait bien. Et qu'ils arrêtent de faire durer des relais de pneus quand ça s'effondre au fur et à mesure. Ça serait bien. En plus, tout le monde a les mêmes données, a les mêmes stratégies. Donc, faites quelque chose, les gars. Je suis sûr qu'ils peuvent faire quelque chose de bien par la suite. Mais il faut qu'ils se donnent les moyens, qu'ils prennent, qu'ils les prennent, les deux là, et hop, qu'ils mettent sur l'avant. Voilà. Il faut faire ça chez Alpine. Il faut prendre des risques. À un moment, le plan, faut l'appliquer. On va passer donc quand même dans la suite de ce classement, une grande page Alpine, faut le dire. On va passer avec Alfa Romeo, qui s'est quand même bien rattrapé du vendredi et des qualifications. Et n'empêche, le vendredi, tradition. Les pannes mécaniques en deuxième séance, la voiture bloquée au stand et tout ça, il peut en descendre des bières, Bottas, c'est pour ça. Il même nager cul nu dans le Saint-Laurent. Je sais pas si ça pourrait résoudre ces problèmes de vendredi après-midi bloqués au garage. Bon, après les qualifs, voilà, ils ont été ratés, mais alors par contre la course, exceptionnelle. Ils se sont rattrapés. Et Bottas qui termine devant Joe en plus, ça le rattrape aussi parce qu'on sentait un petit peu en retrait Bottas. Bon, il termine devant son coéquipier, c'est facile, on va dire, vu que c'est un rookie, Joe. Par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, le Chinois nous a fait une course, mais alors, incroyable. Franchement, sans force note, ni de dépassement, propre. Il a été impeccable le pilote chinois. Ça prend vraiment de la confiance, même si on voit qu'il est dans le fond gris, ça prend de la confiance. Ça commence à monter, c'est toujours discret, mais là, franchement, c'était bien. Et comme je vous disais, au virage 2, au virage 1, où il a fait un dépassement, c'était limite, mais il a très bien rattrapé le coup, c'était nickel. C'est de bon augure. Et je pense que Alfa Romeo va pouvoir mettre bout à bout tous les morceaux manquants, et ça va faire quelque chose de bien pour la suite. Et moi, on espère. Mais en tout cas, c'est bien de revoir Alfa Romeo revenir à son niveau par rapport aux années passées. On continue avec Alpha Theory qui a connu un week-end de... Voilà. Bon, Pierre Gasly était loin du compte, qualification mauvaise avec un disque du frein glacé, autant le dire. Et d'ailleurs, en course, il a eu du mal à remonter. Il était vraiment loin du compte, Gasly, tout comme Tsunoda, qui essayait de remonter. Et puis, son freinage après Stone, bordel. Oui, je sais, je l'ai dit, il a reconnu sa faute, c'est d'accord. Mais franchement, c'est l'erreur con, quoi. Enfin bon, un week-end sans pour Alpha Tauri. On continue avec Aston Martin, avec une course en fond de peloton. Pourtant, on a vu un Lance Stroll qui a pu sauver un seul point. C'est quand même un très très gros effort de la part du Canadien qui enfin se remet un peu en lumière, ça fait longtemps. Et puis du côté de Sébastien Vettel, elle a été piégée par toutes les voitures de sécurité, les VSC, les AC, tout ça. Il n'a pas été dans un très bon rythme, d'ailleurs il le dit, non, c'était pas notre journée. Eh ouais. C'est dommage pour Aston Martin, mais et là ils sont loin. Peut-être un circuit qui ne convenait pas à leur voiture, faut le dire. On continue avec As qui a fait sa meilleure qualification depuis 2018. La course ne représente pas la qualif. Voilà. La course a été ruinée franchement pour diverses raisons. Déjà, on a eu Schumacher qui a perdu son moteur. Et on a eu Magnussen qui au départ a voulu tenter un truc sur Hamilton. J'ai pas trop compris, mais voilà. Il a quand même essayé d'attaquer et tout, de se montrer. Mais ça passait pas, faut le dire. Et du coup, il a abîmé son aileron avant. Il avait le flap qui était cassé, qui s'est décroché au fur et à mesure. Et la direction de la course a dit, vous avez un défaut mécanique sur la voiture, on vous oblige à vous arrêter au stand. Pourtant, il était dans un très bon rythme, Magnussen. C'est un peu dommage de se tarer ce drapeau noir à rond orange qui vous oblige de vous arrêter au stand parce que vous avez un élément sur la voiture qui va pas. Et puis du coup, il n'a pas pu revenir, Magnussen.
C'est dommage. Par contre, à noter quand même que Mick Schumacher faisait un bon début de course avant sa panne. Il était bien, c'était propre, c'était net. Il y avait rien à dire. Il tenait le coup et puis bah non, il a eu la panne. Dommage. Dommage. Et on va terminer avec Williams qui, je trouve, avait une bonne vitesse de pointe. Mais selon ses pilotes, pas de rythme dans la voiture. Bon, c'est Williams, vous allez dire, mais bon, voilà, c'est un peu dommage. En plus, je voyais que Albon arrivait à tenir le niveau face à d'autres pilotes. Il était quand même combatif, mais malheureusement, il n'a pas tenu le rythme. Si la voiture ne suit pas, ça peut s'expliquer. Et puis du côté de Nicolas Latifi, pour une première à domicile, oui, je répète que c'est une première à domicile pour lui, il était loin. Voilà. Voilà, c'est bien dommage. C'est bien dommage pour Williams, en plus avec Albon qui, qui est toujours bon en course. Le résultat n'est pas donné, voilà. Voilà pour le bilan des équipes. Je vous propose de passer au classement pilotes et constructeurs. Et ça commence un petit peu à s'agrandir, voire même à se réduire. Vous allez comprendre, on y va. Ce classement des pilotes, déjà, on va commencer avec Max Verstappen, toujours leader avec 175 points, devant Sergio Perez, toujours à 129, hein. Pas de points pour le Mexicain ce week-end. Charles Leclerc est toujours troisième à 3 points de Perez et à 49 points de Verstappen. Ça fait presque 2 victoires au Grand Prix, sur les meilleurs tours à noter. Quatrième, on retrouve George Russell avec 111 points devant Carlos Sainz qui en compte 102, qui remonte aussi sur Russell. Lewis Hamilton, 77 points. Celui de Lando Norris, toujours à 50 points devant Valtteri Bottas qui en compte 46. Et Esteban Ocon en compte 39. Fernando Alonso ferme la marche avec 18 points. En deuxième partie du classement, on retrouve Pierre Gasly, 11e avec 16 points devant Kevin Magnussen et Daniel Ricciardo qui en compte 15. Sébastien Vettel est à 13 points devant Yuki Tsunoda qui compte 11. Guan Yu Zhou progresse un peu dans ce classement avec 5 points devant Alexander Albon et Lance Stroll qui sont à 3 points. Mick Schumacher, Nico Hülkenberg, Nicolas Latifi sont toujours à 0 points. Et du côté des constructeurs, Red Bull passe la barre des 300 points avec 304 points enregistrés depuis le début du championnat. Ferrari en compte 228. Il y a 76 points d'écart entre les deux équipes. Mercedes toujours troisième avec 188 points. Ils ne seront pas trop rattrapés pour l'instant. McLaren toujours quatrième avec 65 points devant Alpine qui compte 57 points. 8 points d'écart entre les deux équipes. Alfa Romeo aussi sur la piste alpine, et cette fois il y a 6 points d'écart entre les deux, 57 à 51. Alpha Tauri toujours à 25 points. Aston Martin dépasse As pour la 8ème place avec 16 points contre 15 pour l'équipe américaine. Et Williams est toujours bloqué à 3 points. Voilà pour le Grand Prix du Canada. Le prochain rendez-vous, ça sera dans 15 jours pour le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. On espère que la ferveur anglaise sera au rendez-vous. On l'espère et surtout qu'on ait une très bonne course à Silverstone. Sans accrochage comme l'année dernière. Les polémiques et compagnie, c'est vrai que l'année dernière, c'était le tournant du championnat, il faut le dire. Voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo. Faites-vous plaisir, donnez votre avis. Starter, bien sûr, c'est à retrouver sur les réseaux, sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Sur Twitter, bien sûr. Et bientôt, c'est possible, peut-être en photo. Je suis en train de développer un portfolio photo via Adobe. Donc après, je ne vous garantis pas qu'il y aura que du sport mécanique, mais voilà. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de photos. Je reprends un peu ça. Et j'essaye d'en mettre de temps en temps. On verra ce que ça donne. Bon, en tout cas, merci à vous. Bravo. Et à bientôt. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam.